pression. Pression, pression. Salut, bienvenue sur notre podcast Claire-France Thévenon, aka Le Panda. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue. Salut à vous deux, merci de me recevoir, c'est cool. Alors, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Je sais que tu as un podcast depuis quelque temps, ton propre podcast. Tu es une des premières femmes françaises ceinture noire de JJB, voire la première, je sais pas, je suis pas très au Ah fait non, de non, je suis pas la première, mais c'est pas grave. Et voilà, tu as un club, tu fais plein de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es dans l'univers du JJB en France? Alors, tout a commencé quand ma mère... Non, non, là, je m'appelle Claire-France Thévenon, du coup. Alors, je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Je suis professionnelle du jiu-jitsu brésilien. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui en vivent et encore moins des femmes. On en parlera parce que c'est compliqué pour les femmes, c'est sympa. Voilà, donc j'ai commencé il y a 14 ans le jiu-jitsu brésilien et avant je faisais beaucoup de judo. Je suis quatrième dan de judo. Je suis aussi prof de judo, j'ai des diplômes de judo. Bref, j'étais en première division de judo où j'étais nulle. Voilà. Non, parce que, genre, quand je dis j'étais première division de judo, ça fait genre, waouh. Non, mais j'étais en bas de la première division. Moi, je suis la personne qui, en Ligue 1, fait la montée, la descente, hein, pour ceux qui, voilà. Et du coup, j'ai toujours fait du sol. Et j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien. Et bon, bah, comme beaucoup de gens, je me suis passionnée pour le truc. Aujourd'hui, je suis professeur en club. Donc, pour un club qui s'appelle le Panda Soupacrou, sur Paris, là, et les Roses Sceaux. Et aussi pour le club Infinity, dans lequel, qui est aussi une affiliation. Et mon club, le Panda Soupacrou, fait partie d'Infinity. On est un gros groupe de clubs. Et je travaille du coup aussi pour eux. Franchement, c'est vraiment cool. Ensuite, alors, tu m'as posé beaucoup de questions en même temps. J'espère pas en avoir. J'essaye de me rappeler tout, mais je suis un poisson rouge. Je te relancerai sinon. Donc, C'était l'histoire de l'origine, quoi, les premiers contacts. Parce que bah, moi, personnellement, je t'ai découvert il y a quelques années. Tu faisais des petites vidéos sur YouTube sur l'esprit du judo. ouais, Il y en a exactement. il y en a une qui m'avait fait beaucoup rire, c'était Le Bourrin. Ah ouais. On m'en a beaucoup Ah, parlé, ouais. Mais en fait, parce que là, à l'époque, je faisais des petites vignettes pour l'esprit du judo. Après, j'en ai fait pour JITS. En gros, l'idée sur l'esprit du judo, c'était de mettre en avant les points communs aussi entre le judo et le jiu-jitsu brésilien. Car il y a des points communs, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire, mais il y a des points communs. Et bah, les bourrins, exactement, voilà. J'avais plus trop le temps d'enregistrer ce genre de pastilles. Parce que sinon, en vrai, j'avais encore des kilos d'idées. J'avais notamment un clip. Je devais préparer un clip. J'avais la musique et tout sur une reprise de La Reine des Neiges. Incroyable. J'ai la musique, mais voilà, façon Jujitsu qui était incroyable. Je n'ai jamais eu le temps de le filmer, autant vous dire. Mais un jour, ne désespérons pas. Et du coup, oui, j'enregistre depuis genre avril-mai dernier. J'enregistre des podcasts, donc toutes les semaines, le mardi, je diffuse un podcast. Pendant 5 minutes, je parle d'un sujet en rapport avec le jiu-jitsu brésilien. Donc c'est difficile d'être exhaustif et voilà. Et j'allais dire, quand tu fais les choses, tu t'exposes systématiquement à la critique, ce qui n'est pas en soi un problème. Mais voilà, du coup, voilà, 5 minutes, les gens se diront oh, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais voilà, pendant 5 minutes, je parle d'un sujet que les gens connaissent ou les gens ne connaissent pas. L'idée, c'est de vulgariser en fait le jiu-jitsu brésilien, qui est un truc qui est en train de s'étendre dans le monde entier et en France qui grandit de manière exponentielle. Donc voilà. Et en parallèle, je travaille avec la CFJJB où je suis responsable du staff, je suis formatrice. Pour l'équipe de France de la CFJB. Alors non, pas du tout. Alors j'ai été en équipe de France CFJJB, mais je suis formatrice pour les professeurs. Donc D'accord. les formations CAF, avant c'était le CFEB, et du coup je fais partie de l'équipe de formation, c'est hyper intéressant. Voilà. Et du coup, ouais, donc je travaille aussi pour le projet 1000 Dojo, qui est un projet qui permet en fait au club de financer la mise en route de leur dojo.
Donc voilà. D'accord. Donc Oui, un peu comme ils font dans la fédération de judo, quoi. bah, en fait, ce programme, on y a accès parce que la CFJB fait partie de la fédération de judo. C'est pour D'accord. ça, voilà, c'est de là que ça vient. Et d'ailleurs, ça a le même nom, ça s'appelle Mille Dojo. Il n'y a pas D'accord. un nom spécifique pour le jujitsu, un nom... Non, D'accord. voilà, on travaille avec la fédération de judo et ça, c'est très cool. Donc c'est un moyen pour les clubs d'avoir des finances pour avoir leur propre salle en fait, c'est ça? En gros, c'est un moyen pour les clubs affiliés. Je précise parce qu'après il y a des gens qui me contactent. J'ai un club de MMA, c'est cool, mais c'est pas notre problème. Et donc c'est un super programme qui permet aux clubs, voilà, en fait, quand ils ont un local, de faire rénover le local, pas rénover pour les anciens. Dit comme ça, c'est bizarre. Euh, Ça permet au club, en fait, d'obtenir les travaux. Je dis ça parce que, pareil, les gens pensent que oui, je vais faire les travaux moi-même, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, ça permet de faire un dojo, en fait. Parce que, par exemple, si vous faites du foot, eh ben, vous faites du foot, vous avez un ballon, 10 gus, on s'en fout, on met deux chaussettes pour faire les buts et c'est bon. Nous, dans le jiu-jitsu brésilien, bah, dans le judo, c'est la même problématique. On a besoin d'un tatami. Donc oui, tu peux mettre 4 tatamis au milieu, mais ça Ouais, oui. fonctionne pas comme ça fonctionne pas à la sauvage, c'est trop dangereux. Donc voilà. Donc c'est un super programme et du coup voilà. Donc je Et, sais. et au niveau de la formation, l'objectif, c'est de former des professeurs, c'est de faire une sorte de brevet d'État? Alors là, pour l'instant, ça s'appelle un CAF. C'est un nouveau nom. Alors, contrairement à ce que j'ai vu en ligne, j'ai vu, ouais, ils changent le nom, c'est pour nous prendre des thunes. Trucs. Les noms, c'est pas la Fédé qui décide, en fait. Les noms, c'est des trucs qui sont faits au niveau national. Donc, toutes les fédérations n'ont pas leur propre nom de diplôme. Donc, voilà. Donc, là, pour l'instant, c'est un diplôme bénévole, d'enseignement bénévole. Mais il y a un CQP qui est en développement qui, lui, n'est pas un diplôme d'enseignant bénévole. C'est un diplôme qui vous permet d'être salarié de votre club comme professeur. Mm, mm. D'accord. Donc ça, c'est à venir, c'est dans les tuyaux pour plus tard. Ouais, exactement. Bah, en fait, il y a Cool. même une vidéo où on l'a annoncé. Et voilà. Et bon, l'idée, c'était de faire des vidéos un petit peu pour annoncer des trucs et tout. Mais bon, j'ai vu des commentaires, j'ai pas compris. C'est pas grave, c'est la vie, hein. Enfin, ça, je parle complètement en mon nom, là. Ça, c'est un truc. Voilà, j'étais là. Bon, ok. Après, c'est la vie d'Internet, ça, hein. Sur Internet, il y a toujours... Oui. Alors moi je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est pour ça ce que Philippe disait, moi ça fait un bout de temps que je suis dans le jiu-jitsu, c'est un bout de temps que je suis sur les réseaux. Et en fait, les gens te défoncent, ça fait partie de la vie. Mais voilà, des fois c'est surprenant quand même. Des fois on s'y attend pas et tout machin. Mais voilà. Mais oui, oui, parce que ben là, on avait diffusé une vidéo et je faisais une blague et je disais ouais, je suis niveau mondial et tout, ce qui est vrai. Je veux dire, c'est pas pour me la raconter et tout. Il y a quelqu'un qui a mis ah de niveau régional plutôt. Bah non, en fait. Non, mais c'est pas grave, mais tu sais, Ouais, non, dans les faits, non, voilà, les gens peuvent. Mais bon, c'est c'est pas ok, ouais. grave. Tu sais, tu vas pas chaque personne, tu vas pas la retrouver, genre, ah, vous avez dit ça. Ben non. Qu'est-ce que tu veux, tu vois. Mais des fois, ça me fait rire, je clique. Des fois, tu sais, je clique sur le nom juste pour voir qui est la personne, tu vois. Juste ça, des fois, ça fait rire. Bon, souvent, c'est des trolls, hein, mais bon, c'est comme ça. Oui, en général, c'est quelqu'un qui se cache derrière un nom, Ouais. quoi. Ouais. Mais ça fait rire parce que tu sais, en fait, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, me faire insulter par des gens gratuitement. Je dis, c'est peut-être ça la fame. J'ai rigolé, franchement. Bah Ben Voilà. oui, oui. bah oui. Donc Oui, voilà. parce qu'en fait, quand tu commences à être un peu connu sur Internet, à générer un peu de la visibilité, ben c'est là que les trolls Oui, arrivent. oui, oui, voilà. Mais Donc, ça, c'est pas. Moi, ma façon de faire, de toute façon, on en parlera sûrement si on parle du fait d'être une femme. C'est. En fait, si tu t'arrêtes à la critique, tu ne fais jamais rien. Donc, je préfère toujours faire les choses, quitte à me faire. Et des fois, je me trompe, hein. Et c'est pour ça, franchement, ça m'arrive de me tromper. J'ai pas de problème à dire ça, mais je préfère me planter, d'avoir fait quelque chose que. C'est comme la compétition, tu sais. T'as des gens, tu les verras jamais en compétition. Et toi, tu y vas et des fois tu perds, quoi. Moi, je me suis fait ramasser parce que je me faisais défoncer par Pessania.
Gabrieli Pessanha, vous regardez, elle n'a jamais perdu en ceinture noire, elle a défoncé tout le monde. Et des fois, à la salle, et ça me fait rire, parce que moi, dire qu'elle m'a éclaté, j'ai aucun souci avec ça, tu vois. Mais bon, c'est la vie. C'est juste normal, en fait. C'est le Oui, contraire qui aurait été exceptionnel, en fait. c'est vrai. Après, Phil et moi, on est très habitués à se faire éclater en compétition, mais au moins, on y va. Bon, on y va. Tu sais, l'année dernière, j'ai un élève à qui je dis, ah, tu devrais aller en compétition. Et donc, il y a deux autres élèves à moi qui sont à côté, et qui étaient ceinture blanche. Et ça m'a fait rire parce que l'autre dit, bah non, je sais pas si je suis prêt et tout. Et les deux, c'était deux petits jeunes de 20 piges. Ils font, ouais, nous, on va à toutes les compétitions. On gagne jamais un combat et tout. Un truc comme ça. Et ça m'a fait kiffer parce que je me suis dit, franchement, moi, après, il y a des gens, faut un peu à la Mendes, genre, tu ne communiques jamais sur une défaite et tout. Moi, je trouve ça cool, ça dépend. Oui, si tu es sur du haut niveau, c'est différent, mais tu fais du loisir. Les mecs, ils y sont allés, ils se sont fait un vrai kiff. Ils m'ont dit, ouais, je suis allé à telle compétition. Bon, il a pas gagné. Mais tout le monde peut pas gagner, en fait. C'est la vie, hein. Donc, non, c'est cool que vous y alliez, même si vous essuyez les plâtres, hein. C'est cool. Donc, on était en train de te dire qu'on se fait tout le temps éclater en compétition et qu'on est très Voilà, content comme ça. c'est des aventures, en fait. C'est juste que, voilà, À la compète, c'est vraiment une aventure, ça fait plaisir. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Et de toute façon, si on y va sans combattre, on est trop deg, on est au bord du tatami comme ça. Moi, ça m'est arrivé d'être blessée, d'aller en compétition pour supporter les copains et mon mari, et d'être au bord du tatami comme ça, blessée, et d'être à la fois tranquille, genre j'ai pas d'enjeu, je combats pas, et en même temps, quand tu vois les autres combattre, t'es là, genre moi je veux trop y être sur le tatami. Alors, C'est quoi ce ouais, délire, là ça, c'est toujours quand t'es blessé. Quand Ouais, t'es blessé, t'es toujours, oh non, mon Dieu, j'aurais trop envie d'y être et tout. ouais. Après, ouais, ou là aussi, le classique de, ah, il y a personne dans ma caté. Chez les meufs, de moins en moins, ça existe. Et donc, on touche du bois, tant mieux. Mais voilà. Et quand tu posais la question juste sur les femmes, j'ai pas précisé, mais non, je suis pas la première femme ceinture noire Mm. de JJB. La première en Europe, c'est Laurence Fouillat, Mm. la best. La meuf a fait championne du monde ceinture noire adulte. Personne, hommes et femmes confondus, n'a fait la même chose. Tu vois, c'est la taulière. Elle a plié le game et bah, comme c'est une femme, elle est, je trouve, pas reconnue au niveau où elle devrait. Et moi, en gros, quand j'ai commencé, elle était déjà ceinture noire. Et moi, je suis la 10e femme. Maintenant, j'évalue, il doit y avoir une trentaine de filles qui sont ceinture noire en France, qui est relativement peu. On se connaît pas toutes, mais on se connaît quand même toutes plus ou moins de vue quand même, au moins. Mm. Donc Donc toi, ouais. t'es la 10e ceinture noire française, quand Et même. ouais. Classe. Ouais, j'étais contente. Ouais. En fait, j'avais des potes qui étaient 6 7 et je me suis dit, waouh, c'est chaud, on était dans un mouchoir de poche avec plusieurs, et j'étais contente d'être la 10e. Je voulais être dans Ah les ouais. 10 premières, dire, Bah ouais, oui, c'est dans le symbolique, top ouais. 10. C'est ça. Et Laurence, je sais que vous vous connaissez parce que je suis allée à un stage où vous étiez toutes les trois avec Laurence et Amandine Ouais. Vallec. Et donc, on aimerait beaucoup avoir Laurence. Alors, Voilà, je lui ai envoyé des messages ouais. déjà sur Insta, mais si jamais Bah, tu je peux, passerai. Je passerai. franchement. Non, Laurence, c'est la taulière, quoi. C'est franchement, elle a une technique, elle a une méthodologie aussi. Franchement, elle est au-dessus du game. Stratégiquement, c'est quelqu'un qui vraiment réfléchit à tout ce qu'elle fait. Tu vois, sur le tapis, c'est incroyable. J'adore. Et bah, Amandine, c'est ma pote. C'est voilà. Mais c'est ça. Après, tu vois, on peut être adversaire. On a été adversaires et c'est même comme ça qu'on s'est rencontrés. Et mais tu vois, c'est un milieu qui était compliqué pour les femmes. On n'était pas nombreuses. Donc soit tu te la joues solo et puis voilà, soit franchement on a partagé les galères et tout. Voilà, donc ça crée des liens qui sont Ouais. pas pas possibles à oublier. Et Ouais. c'est vrai que souvent, alors je sais pas si c'est pareil chez les mecs, peut-être on peut parler de la place des femmes dans le JJB direct parce que forcément on va en parler avec toi. J'ai l'impression qu'on a quand même un effet entre femmes où on se soutient même quand on est adversaire, quoi. Il y a un vrai lien. Alors, Peut-être pas avec tout le monde, mais avec je, certaines en tout cas. je pense que la notion de sororité, moi je crois vachement à ça. Je pense que c'est important. Tu as des gens qui sont individualistes, mais que ce soit des hommes ou des femmes, tu as des gens qui sont individualistes.
Après, c'est même, j'ai envie de te dire, pour moi, je pense que c'est une question de survie. Tu vois, Laurence, Amandine ou même moi, en vrai, on n'a pas besoin de la sororité pour survivre. Dans le sens où on a survécu, on s'est débrouillé. Maintenant, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu dis, j'ai galéré, c'était dur, et vous les filles, vous allez galérer pareil que moi. Soit on se dit, euh, on a galéré, c'était dur, il y a des trucs qu'on a vus qui n'étaient pas normaux, et on se soutient et on essaye de se soutenir et de, enfin, on essaye de, j'allais dire, de grandir ensemble. Moi, aujourd'hui, mon but, tu vois, là, les compétitions en France, il y avait personne. Tu devais te déplacer Ouais. à l'étranger. Amandine, même chose. Laurence, on n'en parle même pas. Elle, c'était même pas en Europe qu'elle devait se déplacer, c'était dans le monde. Parce que sinon, il y avait personne. On en a discuté plusieurs fois. Il n'y avait pas un chat. Donc, tu dois te déplacer. Après, t'es déter. Mais voilà. Et du coup, maintenant, euh, on voit qu'entre moi et Laurence, il y a eu assez peu d'évolution en France pour le JJB féminin. Et moi, je suis très heureuse de voir que entre moi et peut-être la 20e ceinture noire féminine, ah, il y a eu des choses. Ouais. Maintenant, au championnat de France, ceinture blanche, bleue, en adulte et même en master, il y a du monde dans toutes les catés. Il n'y a pas 10 meufs par caté. Mais voilà, moi, ça me rend folle quand maintenant, il y a des filles qui me disent ouais, non, je fais pas cette compétition parce que tu vois, t'as qu'une fille dans ma caté. T'es là, mais nous, mais on allait à l'autre bout du monde, il n'y a pas de souci. Hein. Pour une meuf, on y allait. Tu vois, t'es là, faut prendre tous les combats. Et donc, voilà, c'est vrai que ça a évolué, ça fait plaisir. En vrai, je dis, oh, ça m'énerve quand on me dit ça. Mais ça me fait plaisir qu'on en soit au moment où on peut se dire, voilà, ah, c'est pas assez, je veux qu'il y en ait plus. Donc, voilà. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça, les choses avancent. Et donc, il y a les open mat féminins. Donc, on parlait du 11 novembre. Donc, s'il y a des filles qui écoutent ce podcast, s'il y a des profs qui écoutent ce podcast, il faut juste être licencié. Vous vous inscrivez sur le site open mat. Vous allez voir open mat féminin sur la CFJB. Vous allez voir, vous allez voir que c'est 15 euros. C'est pas 15 euros pour la CFJB, c'est 15 euros reversés à des associations. Souvent, c'est pour le cancer du sein, donc des cancers qui sont pour lesquels les femmes sont très touchées. Donc voilà, donc c'est pas, c'est une opération blanche entre guillemets. L'année dernière, on était 150. Cette année, on veut claquer les 300. Les filles, vous venez, c'est dojo à Oiseau, ça va être un truc de fou quoi. Il y C'est aura à Paris, c'est en région parisienne. Les Hawaï, à c'est le Paris, dojo voilà, qui est sous l'Institut du judo. tu sais, Ah tu sais, oui, le beau le dojo beau Eh, à la dojo japonaise. Là où il y a, exactement. avec du bois tout là où il y autour. a les échauffements, là. Exactement, Ah, il y avait les échauffements pour les Europes notamment, oui, et c'est magnifique. c'est à la fois c'est cool parce que tu vois on aurait pu demander l'Institut du judo en lui-même, mais la salle elle est très grande, très haute, très là c'est une salle qui est agréable pour pratiquer et nous on veut blinder le tapis, on a fait venir Stéphanie Faure comme intervenante. Bon, Stéphanie Faure, pareil, mais pareil, dans le truc les femmes sont pas reconnues pour ce qu'elles devraient. Stéphanie Faure, c'est une nana qui s'est classée quand elle était en ceinture violette. La fille, elle a gagné dans sa caté et en abso le Brasileiro. Le Brasileiro, c'est le championnat national brésilien. Le Hum. niveau, il est monstrueux. Il faut savoir aussi, cette année-là, elle avait fait deuxième au mondial et elle avait battu Emi Campo, précédente gagnante de la DCC. Voilà, faut remettre en contexte et se dire cette fille est incroyable et personne ne la connaît parce que c'est une fille discrète. Et là, cette année, elle fait troisième au mondial adulte ceinture noire, truc de fou. Et elle perd contre Luisa Montero, qui est un monstre. Donc c'est pas, voilà, elle est troisième, voilà, gros tournoi. Donc c'est quelqu'un d'incroyable. Et donc c'est génial de l'avoir en stage et tout. Voilà, faut profiter du Ah oui. savoir. Donc Ouais, trop génial. Si je peux, je viendrai, franchement. ouais, viens. Tu regretteras, en fait, Ah ben grave. chaque année, il y a des filles qui me disent, ah, j'ai pas pu venir pour ça et ça. On comprend, hein, on a tous plus ou moins des vies, plus ou moins. Moi, ma vie, c'est le jujitsu, donc. Non, mais voilà, on comprend. Mais par contre, après, les gens me disent, ah, je regrettais de pas être là, ça avait l'air génial. Oui, c'est génial, venez. Il y aura de la ceinture noire à tous les étages. Voilà, il y aura justement Laurence Fouillat, il y aura Amandine Layek. L'année dernière, on était une dizaine de ceintures noires. Là, j'espère qu'on sera une quinzaine de ceintures noires, donc ça va être cool.
Ouais. D'accord. Bah, je vais essayer d'organiser ça avec mes copines. Oui, amenez, venez en équipe, venez en équipe. Ouais, carrément. Et je reviens sur un truc dans ton parcours. Tu suis une école particulière, tu as un maître brésilien. Tu as appris avec qui, en fait, le jiu-jitsu? Alors, j'ai commencé au Cercle Tissier en 2010 et j'ai changé de club en 2020. Mon professeur actuel, c'est David Pierre-Louis. Voilà. D'accord. DPL pour les intimes. D'accord. Et Oui. et après, non, j'ai pas de maître brésilien. Par contre, il faut savoir que depuis 5 ans, tous les ans, et notamment pendant la pandémie, où je suis restée plus de 5 mois, je vais m'entraîner chez Alliance Sao Paulo au Brésil. Où là, Ah ouais. c'est la maison, c'est la famille. Vraiment, j'adore. Après, moi, je suis full engagée avec Infinity, où ça se passe super bien et tout. Donc voilà. D'accord. Et mon maître, voilà, je le dis parce qu'en plus il est décédé, c'est quelqu'un qui est important pour moi. Mon vrai maître de jiu-jitsu brésilien, il s'appelle Bruno Louis et c'était mon prof de judo. C'est lui qui m'a fait découvrir le sol. J'ai toujours fait du sol avec lui et c'est lui qui m'a amené au jiu-jitsu brésilien. Et donc voilà, il est décédé il y a 2 ans déjà. Mais c'était un mec super et j'ai eu la chance d'avoir dans mon parcours martial un parcours très protecteur vis-à-vis du fait que j'étais une femme. C'était un club familial où les femmes étaient très bien traitées, où ils respectaient tout le monde. Et c'est un truc que après j'ai eu du mal à trouver dans le jiu-jitsu brésilien parce que c'est un milieu qui est très dur pour les femmes. Mm. Et donc voilà, mais du coup, je me suis longtemps dit, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un comme ça et j'en suis toujours persuadée. Voilà, c'est pour ça que Ouais. je le cite quand même. Oui, et donc lui, il faisait du judo. Et Ouais, il avait eu une alors, entrée particulière dans le oui, jiu-jitsu ou... ouais, il avait commencé, écoute, je pense, au moins 5 ans avant moi, donc il a dû commencer vers 2009, le jiu-jitsu brésilien. Il pratiquait chez Derval au Cercle Tissier. Mhm. À l'époque. Voilà, et du coup, bon, voilà, c'est quelqu'un qui était passionné de sol, passionné de technique, et il m'a transmis ça, c'était vraiment cool. Donc voilà. Alors, on a plusieurs questions signatures. Bon, tu les as eues, les questions, hein, mais Ouais, je sais il y tout! en a... Non, je déconne, non, non. Je les ai survolés, je me suis dit, je vais pas. Tu sais, après, tu perds la spontanéité si tu Oh, lis ton Oui, texte. non, mais c'était juste pour... c'est pas voilà. l'école ici, il n'y a pas Ouais, l'occasion de s'offrir. Hein. t'as vu? Et on a une des questions qu'on aime beaucoup poser, qui est qu'est-ce que tu dirais à la ceinture blanche que tu étais? Ah oui, ça, je me rappelle qu'effectivement, je l'ai lu. Et tu sais quoi? Je me dirais presque rien. Parce que, en fait, tu vas faire des erreurs en ceinture blanche et les erreurs que tu vas faire, eh ben, en fait, elles vont t'apprendre tellement. Et des fois, alors, moi, je me dirais juste, peut-être va au Brésil plutôt ou ce genre de choses. Euh, mais en fait, les choses se font quand elles doivent se faire. Des fois, tu t'enfermes dans certaines zones de confort, mais petit à petit, tu vas les sauter. Et en fait, on a tous connu des gens qui nous donnaient des conseils sur le bord du tapis. Pas toujours, mais la plupart du temps, ils étaient intelligents, ces conseils. Mais il y a des moments où on n'est pas prêt à les entendre. Mhm. Moi, par exemple, Mhm. quand j'étais plus jeune au judo, je me suis fait des blessures. À 16 ans, je me suis fait opérer du genou. À 22, à 23, pardon, je me suis fait opérer du dos. Et donc, c'est des blessures sérieuses. Et tu vois, c'est des blessures qui abîment le corps. Et tu te dis, ah, mais si là, j'ai abîmé mon corps, si j'avais su. Mais en fait, non, il y a des gens qui ont essayé de me dire, attention à ce que tu fais quand même. Mais j'étais pas prête à écouter. Il a fallu que je casse pour me dire, voilà. Et en fait, en JJB, des fois, tu vas sortir à une ceinture blanche à conseil et tu vois que la personne, elle est pas prête à l'entendre. C'est Ouais. pas grave, tu le gardes. Moi, je suis toujours ne se braquons pas, ne braquons pas les gens. C'est pas grave, tu gardes ton conseil. Quand la personne passe ceinture bleue, des fois tu reviens, tu donnes le même conseil. Et même des fois, ce qui arrive, le conseil que tu as donné, quelque temps après, la personne, elle vient te dire, ah oui, t'avais raison, j'aurais dû faire ça. Mais voilà, ça ne peut pas venir des autres, ça doit venir de toi. Et pareil, moi, si je m'avais sous la main en ceinture blanche, oui, on fantasme tous, moi je suis fan de Retour vers le futur, on fantasme tous sur qu'est-ce que je referais. Ouais, moi aussi, je peux avoir ma Toyota. Mais en fait, ça marche pas comme ça. En fait, tu dois faire tes erreurs toi-même pour te rendre compte de ce qui va pas. Et souvent, et voilà, il y a des choses souvent, tu vois, qui ne vont pas chez les pratiquants. Tu peux le dire. La question, c'est ce que la personne est prête à l'entendre.
Ouais. Oui, c'est sûr. Donc tu te laisserais faire ton propre chemin. C'est Ouais, joli aussi, et ouais. j'arriverai sans doute au même endroit, mais en fait, Probablement. souvent quand tu fais les choses en conscience, tu les regrettes pas. Tu vois, moi j'ai donné des trucs à des gens, j'ai aidé des gens et des fois tu dis ah c'était ça m'a pour ce que ça m'a valu comme ennui et ainsi de suite. Mais en fait, si tu penses comme ça, tu fais plus rien. Et en fait, je pense, je vais paraître pour une mystique, genre tu sais l'énergie, machin. Mais si tu te donnes de la bonne énergie, oui, de temps en temps, tu te prends un petit peu des sauts de crotte sur la tronche, mais c'est pas grave. En fait, si tu lances une bonne énergie, souvent elle te revient. Donc Mm. voilà, c'est pas immédiat, mais voilà. Donc, Oui, oui. donc je crois vachement à ça. Ouais, moi je crois Ben, nous aussi, en vachement fait. à ça aussi, ouais. L'investissement, il revient d'une façon ou d'une autre. Ouais. Exactement, tu vois. Et Le puis, bon esprit. tu vois, le classique. Alors ça, c'est mon côté judéo-chrétien ou je sais pas quoi. Je suis pas du tout religieuse, hein, mais c'est l'éducation, tu fais pas. Mais tu vois, tu donnes un truc à quelqu'un et la personne à qui tu l'as donné, bah, je sais pas comment dire ça autrement, elle te chie dessus. C'est pas grave. Mais il y a une autre personne qui, des fois, tu vois, va donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Voilà, moi, c'est même pas, j'attends pas que les choses me reviennent directement. Mais des fois, tu sais, tu rends un service à quelqu'un et la personne, elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre service? Et moi, j'aime bien dire, bah, rends service à quelqu'un. Et en Oui, fait, Oui, je tout trouve à ça, fait. je trouve que c'est un bon truc parce ça que, tourne. Ah oui. ben ouais, ça tourne, c'est ça, l'énergie tourne. Et en fait, d'une façon ou d'une autre, en vrai, elle te revient d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, Oui, donc c'est mon Oui. expérience, mais. oui. Mhm. Et alors, du coup, je pense que la transition est toute trouvée. Euh, D'après toi, d'après ton expérience, qu'est-ce que le JJB t'a apporté en dehors du tatami dans ta vie? Eh ben, on parlait de zone de confort. Bah, moi, je suis sortie de ma zone de confort, en fait. Et je suis aussi même sortie d'une zone d'échec. Moi, quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien à la fin de mes études. Alors moi, j'ai fait des études, tu vois, pour faire du cinéma, pour être scénariste et tout. Alors, rien à voir avec le jiu-jitsu. Et du coup, bah, en sortant d'école, mais j'étais beaucoup trop timide, j'osais pas me vendre, c'était compliqué. C'était des trucs compliqués à faire qu'on ne t'apprend pas. En fait, de tous les Mhm. cursus que tu fais en France, mais il n'y a pas que les études de cinéma ou autre, hein. Tous les cursus que tu fais, souvent, on ne t'apprend pas trop, dans la culture française, on ne t'apprend pas trop à te vendre. Oui, Et du coup, bah, le téléphone ne sonne pas spontanément, ça fonctionne pas comme ça. Et voilà, en plus, c'est des métiers où il faut vraiment savoir se vendre. Donc voilà, donc j'étais en galère et bah, je me suis mise à m'entraîner. Et en fait, l'entraînement a pris de plus en plus de part. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en galère et je me revois en train de dire à une des amies de ma mère, je sais pas où je vais, mais j'ai l'impression que je vais quelque part. Et c'est vraiment le jiu-jitsu. Et je connais beaucoup de gens, même des gens qui ne vivent pas du jujitsu, qui même des fois ont arrêté le jujitsu, que ça a conduit à un certain point, que ça a dirigé vers, voilà, vers une carrière professionnelle, parce que tiens, j'ai rencontré quelqu'un, parce que, voilà, ça amène des rencontres. Ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer, mais ça, j'allais dire tous les arts martiaux, tout le sport en général. Moi, dans mon club de judo, il y avait des gens qui étaient ingénieurs, il y avait des gens qui étaient éboueurs. Donc, depuis que je suis gamine, tu brasses plein de gens, même si c'est plutôt par quartier, même si, bah, tu vois, sur Paris, le prix, clairement, ça peut faire que tu vas avoir... ouais, c'est sûr, si tu fais tes inscriptions à 1002 l'année, tu vas pas avoir le même public que si tu es à 200 ou 300 balles l'année, tu vois. C'est évident. Mhm. Mais voilà, donc j'aime bien. Et moi, surtout, j'ai voyagé avec mes parents quand j'étais petite, mais tu vois, justement, passer l'âge adulte, bah, j'ai pas bougé et j'avais pas vraiment le désir de bouger. Et le jiu-jitsu brésilien, bah, ça fait que bah, un jour, j'ai dit, bon, bah, je vais à Lisbonne. Donc, on compète. ouais, Ouais, exactement, tu vois, on va aux Europes et puis finalement, on te dit, bah, tu veux aller à tel endroit, et puis finalement, tu vas avec une sélection à tel endroit, tu vas machin. Puis finalement, tu te retrouves et moi, après, je suis allée m'entraîner aux États-Unis quand j'étais ceinture marron, me dire, voilà, donc te dire, je vais bouger à un endroit où je connais personne. Tu vois, c'est pas pareil que d'aller, parce que je connais plein de gens qui vont en vacances avec des potes et tout. Mais sortir de sa zone de confort, de se ouais. dire, voilà. Et moi, je suis pas allée au Brésil avant ma ceinture noire.
Et bon, j'avais pris la décision en marron, mais tu vois, je m'étais dit sur un an, j'avais pas de thunes, trouver des thunes, c'est compliqué aussi, mais voilà. Et du coup, c'est en ceinture noire que je me suis dit, faut vraiment que je le fasse. Mais tu vois, j'y serais jamais allée directement. C'est parce Oui, que c'est le j'avais. dessus qui t'a permis de faire le pas pour aller Et à puis, l'étranger. Ouais. tu vois, ouais, de faire un. Et maintenant, j'adore voyager à l'étranger. J'adore, c'est génial. Tu vas à l'autre bout du monde, tu croises quelqu'un que tu connais, tu fais, ah, mais, avec Bidule, je m'entraînais au Brésil, alors que t'es aux États-Unis, ou t'es machin. C'est vraiment cool, quoi, tu vois. Mm. Et voilà. Et même, c'est vraiment oser, en fait. Le jiu-jitsu, c'est ça, en fait. Oser. Bon, allez, je vais essayer de l'étrangler. Bon, faut pas oser ça dans la vie de tous les jours, mais au jiu-jitsu, on peut. Non, mais c'est du coup, ça se reporte dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire Oui, d'avoir osé combattre quelqu'un de plus fort, plus lourd, etc. et d'avoir tenté des choses. Ben après, dans la vie de tous les jours, ben, on ose amener son CV ou on ose voilà. aborder quelqu'un ou enfin. Exactement pas. Mm. En fait, tu vois, t'es bien élevé, tout ça, et puis t'es sage, et puis on te dit, ah, t'es une fille, s'il te plaît, élève pas la voix, fais machin. Je te dis, c'est une fille, mais t'es une fille, mais ça peut être, tu vois, t'es racisé, t'es machin, et on te dit, attention, pas trop fort, s'il te plaît. Et voilà, et je trouve que c'est le moment où tu vois, ça, en dehors de la victoire, parce que moi j'allais en compétition, en général ça se passait bien, je ramenais des titres, des choses comme ça. Mais même si tu ramènes pas de titres, le fait de sortir de ta zone de confort, même, et je vais même te dire, même le fait d'affronter l'échec, parce que c'est ça que les gens se rendent pas compte, l'échec c'est un truc qui est hyper formateur, et on se focalise toujours sur il a gagné ça. Mais souvent, derrière le il a gagné ça, il y a le il a perdu tel autre truc. C'est ça qui l'a bougé, c'est ça qui a Oui. fait qu'il a changé sa méthodologie et tout. Mm, mm. Donc voilà. Oui. Nous, on a un prof qui nous dit souvent quand on va en compétition que quand on a perdu, on revient encore plus avec la niaque, on a encore plus envie d'apprendre et finalement, c'est encore plus formateur quand on a gagné. Il dit si vous gagnez, c'est bien, vous rentrez chez vous avec la médaille, vous la rangez dans une boîte et voilà, vous êtes content et vous fêtez ça. Si vous avez perdu le lendemain, vous êtes sur le tatami avec les dents comme ça, là, genre. Ah. Des fois, quand j'ai des élèves qui perdent, je leur dis bon, c'est parce que sinon tu serais devenu arrogant. Tu vois, parce que c'est ça. Non, mais en vrai, c'est ça. Quand tu gagnes, on dit souvent la défaite est orpheline, la victoire a mille pères. Mais c'est vrai. Quand tu gagnes, tout le monde salue, ça va, nanan, tout ça. Tout le monde te connaît, tout le monde est sympa avec toi et tout. Mm. Quand tu perds, bah c'est comme dans la vie, hein, quand t'as des problèmes, hein, t'as moins d'amis, c'est comme ça, c'est voilà, c'est humain. J'ai envie de te dire, les arts martiaux, c'est les mêmes humains, hein, donc voilà. Mais bon, mais c'est voilà. Après, moi, je trouve que la défaite t'apprend énormément. Ouais. Et est-ce qu'on peut reparler de la place des femmes dans le jiu-jitsu? Parce que c'est un sujet quand même important. Bah, Et j'ai beaucoup aimé ton podcast sur sur les les règles. règles. Ah. Alors je vais te dire, c'est marrant parce que bon, ce podcast, bon, je l'ai fait parce que moi je m'en fous en fait. Je m'en fous pas des règles, mais je m'en fous de ce que pensent les gens. Et en fait c'est ma chance parce que justement, ce que je disais, tu te prends des fois des commentaires un peu durs, un peu machin, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais comme femme, tu vas t'en prendre beaucoup plus que n'importe qui. Alors on te dira pas, c'est parce que t'es une femme, hein. Mais voilà, mais bah, bien sûr, j'ai mis l'histoire là-dessus. Mais ouais, les règles. Alors là, c'est typique parce que en formation, sur la formation CFJJB, on parle des femmes et des spécificités féminines. Et en fait, moi, je faisais toujours attention parce que je sais qu'il y a, bah en fait, comme toutes les filles, on sait que faut pas parler des règles avec les hommes, ça les choque. Oh mon Dieu, du sang, waouh. Et du coup, je me suis dit, en parlant, mais pareil, en formation, c'est pas du programme attention les règles, mais on s'est évoqué dedans. Et je le dis un peu, mais je regarde un petit peu ce que ça donne, c'est-à-dire que si l'idée c'est pas de choquer les gens et tout, c'est de leur apprendre des choses aussi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de profs, des gens qui enseignaient, et il y en a beaucoup qui étaient des hommes évidemment, et qui étaient intéressés
et c'était pas pour faire de la lèche et tout, mais qui me disaient, mais moi j'ai des filles chez moi et je n'en ai pas connaissance. Et le truc typique, c'est de dire que bah, les filles, elles prennent du poids à cause de la rétention d'eau, par exemple avant les compètes. Et ça, bah, si je me rappelle d'un prof qui était allé voir une de ses filles qui lui avait défoncé au moment du championnat de France, et ce qu'il savait pas, c'est qu'elle avait pris 1 kilo avec ses règles, genre là, tu vois. Et donc il l'a défoncée, la fille, elle était mourante parce qu'elle s'affamait, mais qu'elle avait quand même pris du poids. Et c'était juste un mauvais timing. À la rigueur, tu l'aides à perdre le poids, mais tu vas pas la défoncer en mode ouais, Ouais. qu'est-ce que t'as fait et tout. Voilà. Mais la personne, elle en avait absolument pas conscience, tu vois. Et donc voilà, moi, il y a j'allais dire, dans la pratique, 99,9% de la pratique va être la même avec les femmes que sont les femmes. Mais la problématique, c'est des problématiques liées à la société, de toute façon. Donc tout ce qui est harcèlement, tout ce qui peut être de l'ordre des agressions, voilà, qui heureusement sont minoritaires. Mais le problème, c'est pas tant qu'il y ait un mec qui puisse harceler des nanas au club, c'est qu'on le laisse faire, en fait. Ouais. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Après, Après, toi, tu as déjà vécu des choses de cet ordre-là alors, moi non, parce que dans des dojos? alors, je vais te dire, moi non, directement, pour plusieurs raisons, notamment le fait que quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, à l'époque, j'étais 3e dan de judo, donc je connaissais les arts martiaux, je soumettais déjà des gars, j'envoyais fort, donc tu vois, après que je l'ai eu, là, tu mets le pied dans un dojo, t'as 1000, à l'époque c'était Facebook, t'as 1000 demandes d'amis avec des messages, salut, ça va, et c'est bon, on les a tous eus. Et j'ai envie de dire, c'est pas méchant, mais les histoires de une telle, elle est raccompagnée, les nouvelles qui sont systématiquement raccompagnées par des gars en mode. C'est voilà, les filles viennent faire du sport, elles viennent pas. Il y a d'autres. Alors, je vous dis pas que ça arrive jamais, mais ce que je veux dire, c'est que les filles qui viennent dans les clubs, elles viennent pour s'entraîner. Donc c'est relou quand t'arrives. Et il y a ben, un des podcasts que je veux faire prochainement, c'est les red flags. Et les red flags quand t'arrives dans un club, tu as des red flags en tant que Ouais. débutant, et t'as des Mm. red flags quand t'es une femme. Et, euh, et sur la com des clubs, tu vois, il y a des gros red flags. Et j'en ai parlé avec une fille au Brésil qui me disait, je voyage beaucoup, quand je tape le gym, tu vois, quand je tape le Le nom du dojo, club, voilà, ouais. le nom du club sur Google, je regarde les photos. S'il n'y a pas une femme dessus, je passe mon chemin. Et en fait, c'est pas anodin. Tu peux ne pas en avoir beaucoup. Mais en fait, tu vas voir que si tu... Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te disent, ouais, moi, je veux développer le jujitsu féminin. Le gros truc, mais ça fait 1000 ans que ça existe. Des gens qui disent, ouais, je vais faire un open mat féminin. Ok. Ouais, alors tu demandes, c'est qui encadre? Alors, c'est un gars. Mm. Ok, d'accord. Ou alors, c'est une ceinture blanche. Ça, je te jure, on me l'a encore. Et Ouais. la personne m'a dit, c'est un problème. Bah, j'ai dit, bah oui. Et s'il y a un accident, est-ce que la question qu'on se poserait pas, est-ce que si demain en club, un gars un peu motivé et tout, ceinture blanche, te dit, moi je veux organiser un open mat, le prof il lui dit, tiens, voilà les clés. Mais c'est hallucinant, tu vois. Mais ça part d'une bonne, en vrai, ça part d'une bonne intention. Mais c'est juste fait à l'envers pour moi. Hmm. Mais Ouais. voilà. Après, bah, moi, en tant que femme, les agressions, tout ça, enfin, ça s'est pas présenté. Enfin, mais la question de l'accueil dans le club, quand tu arrives en tant que femme. Après, toi, ça n'a pas dû se présenter non plus parce que tu étais déjà avancée Ouais, quand non tu mais as intégré le jiu-jitsu, tu vois. Mais quand tu arrives dans un club que tu es ceinture blanche oui. et que même si tu n'es pas débutante, même quand tu visites d'autres clubs parce que tu es en voyage ou quoi, l'accueil quand on est une femme, des fois, c'est un peu compliqué. Bah, c'est compliqué. Alors, les dojos peuvent être anxiogènes pour les nanas, mais ça c'est pas forcément dépendant de toi. T'as un gymnase municipal, il pue les pieds, t'es dans une salle qui pue les pieds, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est effectivement comment tu accueilles la personne. Si tout le monde est torse-poil et tout, moi j'aime bien les hommes torse-poil, hein, et bien fait, c'est pas le problème. C'est juste que ça donne une image de ton dojo quand même. Tu vois, ça fait attention. En fait, les gars se rendent pas compte que ça fait attention, femme, femme interdite
dit, et pour nous, ça bip, d'un coup, t'es là. Mais après, sur ce que tu dis, tu sais, j'ai vu, en fait, il y a une étude qui a été faite par une Instagrammeuse, enfin, qui s'appelle BJJ Valkyries, et qui a fait un sondage auprès de 1200 combattantes, tu vois, Jujitsu 4, de manière générale. Et en fait, elle a étudié les agressions sexuelles et le harcèlement, tu vois, dans les clubs, à partir de 1200 personnes. C'est Ouais. pas tout le monde, mais c'est pas rien. Ce qui est super intéressant sur les résultats de ce sondage, c'est qu'en fait, euh, les agresseurs sont de toutes les ceintures. Maintenant, les agressés, roulement de tambour, grosse surprise, bah, Mm. c'est les ceintures blanches. Et Ouais. donc, moi, ce que je dis aux profs, parce que les profs, c'est pas forcément... Il y a des profs très bien qui comprennent pas qu'il n'y a pas de filles dans leur club. Mais des fois, c'est juste qu'ils ne voient pas qu'il y a un élève qui fait des trucs pas propres derrière. Et c'est ça, et c'est normal, j'allais dire c'est normal. Euh, moi, je suis une femme blanche. Dans les magasins, j'entre, on me suit pas. J'ai plus 20 piges et tout. On en- Maintenant, vous présentez... Moi, ça m'a fait rire parce que ma présidente, elle est noire, elle présente bien et tout, machin. Et un jour, elle va dans le Franprix à côté de chez moi, où moi, j'avais toujours mon sac de jujitsu quand j'y allais. Elle vient avec mon sac de jujitsu en plus. Elle entre, on lui dit laissez votre sac à l'entrée. Moi, je peux pas ça, je le sais que parce qu'elle me l'a dit. Sinon, je me rends pas compte qu'avant, on va demander aux autres. Et le sexisme, c'est le même délire. C'est-à-dire que le mec, il a pas vu que, bah tiens, avec les filles, ne serait-ce que l'expression je te prends pour me reposer. Mais Ouais. non, mais c'est quoi ce discours de merde? Je suis désolée. Je suis désolée, c'est naze, mais les gens, mais c'est un manque de respect absolu. Tu parlerais comme ça à ta mère, tais-toi. Donc voilà. Mais le problème, c'est que les mecs, ils se rendent pas compte. Bah, moi, je vois beaucoup parce qu'elle me raconte des trucs que j'aurais pas vu sans Bien elle. sûr, mais bien Et sûr. par exemple, tu sais, les clubs où les gens disent ouais, les mecs, machin, allez-y, les mecs. Et il y a deux nénettes. Et tu vois, c'est con, mais c'est une habitude. C'est Alors, une mauvaise habitude. mais c'est une mauvaise habitude. Moi, tu vois, moi, je me suis rendu compte que je le faisais aussi. C'est ça le pire. Tu Mm. sais, maintenant, je dis les gars, j'aime bien. Mais en fait, tu sais, c'est avec David Pierre-Louis, je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne. Parce que lui, et c'est un gars, donc c'est d'autant plus drôle, lui, il te dit, messieurs et mesdames, les garçons et les filles, tout le temps, tu vois. Et moi, Ouais. je ne pensais pas à ça. Et quand j'ai ouvert mon propre club, je me suis rendu compte que, en fait, il y a des codes qui sont machistes et que j'avais adopté parce que, un peu, j'allais dire, j'exagère en disant tu te virilises, en disant ouais, oui, moi aussi j'ai un gros zizi, tu vois. Parce que comme tu dois toujours te prouver, tu t'as presque envie, tu t'en fais presque plus. Et il y a une expression qui était horrible, que j'utilisais souvent, c'est ah, tu l'as violé ou il t'a violé. Et quand j'ai ouvert mon club, je me suis dit, oh, c'est pas possible, je peux pas utiliser. Comment ça se fait que j'utilise ce mot? Et et plus jamais je l'ai utilisé parce que c'est immonde comme mot, ça ramène à des trucs vraiment dégueulasses. Et donc ça fait partie, en fait, aussi d'une prise de conscience générale. Les mecs, en vrai, n'ont pas à dire ça non plus, tu vois. Et voilà. Et après, les choses évoluent, tu vois. Tout le monde fait de plus en plus attention. Et ça, c'est pas en mode, oh, on peut plus rien dire. Ça, c'est juste la normalité, tu vois. Mais après, alors, moi, j'ai une pote à qui c'est arrivé en club. Et c'est arrivé en club dans les années 90. Elle, en s'entraînant, le prof dit, alors que c'est la seule meuf du cours, dit, allez, détendez-vous comme si vous étiez en train de vous faire violer. Là, c'est un peu, ouais, non, c'est pas possible, vous pouvez pas. Et elle m'a dit, j'étais toute seule, j'ai rien dit, d'accord? Euh, il y a quelques années, il y a eu un scandale dans le il y a eu des scandales dans le jiu-jitsu brésilien, notamment aux États-Unis, et j'ai mis un message en disant, bon, bah, les moins gradés, si vous avez des choses à me dire, parce que je sais que c'est plus dur quand on est ceinture blanche et tout, envoyez-moi. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur un club parisien, on lui avait sorti la même chose. Et genre en 2020, un truc comme ça, hein. Voilà. Et donc, ces choses-là, heureusement, plus on est nombreuses, moins ça se produira. Ça passe. Voilà. Le mec, il dit ça, il y a une fille. Maintenant, s'il y a 15 meufs au milieu, elles lui font, non,
Pas Ah, possible. ah. Le gars, mais même en vrai, avant qu'elle fasse pas possible, le mec, il aura même pas l'idée de sortir une connerie pareille. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc les choses évoluent. Bah, de toute façon, plus il y a de filles sur le tatami, plus les choses vont évoluer de toute façon. Mais ça, voilà, ça c'est juste big nono, ça ce n'est pas possible. Mais sur le vocabulaire, effectivement, il y a des choses, ça va pas. Bon, on va retenir que ça évolue dans le bon sens. Ouais, Plus on sera nombreuses, exactement. plus, Et on se bouge pour que ça évolue dans le bon sens. ouais. Mm. Je vais poser ma question artistique. Ouais. Après, je te laisserai enchaîner sur la suite. Alors moi, je fais des fresques murales. J'ai fait notamment la décoration et des logos dans notre club à Marseille. Et du coup, j'ai une question sur le logo. Là, je suis allée voir sur Internet ton logo Panda Supacru. Il est trop, trop beau. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce logo? Et puis on le mettra, on l'insérera dans la vidéo. Ouais, celui avec le petit, c'est ça? Ouais, celui que Oui, j'utilise partout. le panda qui a l'air un peu féroce. Ouais. Avec des yeux rouges. Avec Ouais. des yeux rouges. Et qui fait un rictus un peu Ouais. Alors, agressif. bah déjà, en fait, bon, c'était quand j'ai créé mon club, moi, je voulais absolument qu'il y ait le mot panda dedans, parce que c'est mon surnom. Et de manière générale, en fait, quand j'ai créé mon club, je me suis dit, j'avais beaucoup fait passer les équipes avant moi, à dire, ouais, allez, l'équipe d'abord, et puis, et finalement, justement, le fameux, bah, quand t'es une femme, il faut se mettre en avant, sinon personne ne te mettra en avant. Et je me suis dit, vas-y, je vais créer mon club. Et en fait, du coup, je l'ai appelé le Panda Supacru. Ça ressemble au Saiyan Supacru. En fait, c'est parce que dans mon club de judo, il y a un gars qui s'appelle Khalid, et aussi connu sous le pseudo de Leroy, et qui est un des membres fondateurs du Saiyan Supacru. Et donc, ça m'a fait rire. Je me suis dit, vas-y, on va faire un truc. Je voulais qu'il y ait un crew, ça faisait équipe. Je voulais quand même parler de l'équipe dedans, c'est important pour moi. Et donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit Panda Crew, Panda Soupa Crew. Et comme ça nous a fait rire, on s'est dit, vas-y, on le garde. Et il y a quelques temps, donc, quand il a fallu sortir le logo, il se trouve que j'avais déjà un premier logo. Et le logo a été fait par Monica Lévy. Monica Lévy, c'est la femme de Raphaël Lévy qui tenait le magazine JITS et pour lequel j'ai travaillé bénévolement, mais franchement, il a toujours été très correct, c'est-à-dire c'est déjà arrivé qu'il me paye des compétitions, c'est déjà voilà. Et du coup, pour me rendre service, comme c'est un mec qui est vraiment très réglo, quand j'ai expliqué que je cherchais quelqu'un pour me faire un logo. Gentiment, sa femme a accepté de le faire pour moi. Alors, il y a eu plusieurs recherches. Alors, on hésitait avec le fond rouge ou bleu, mais je trouvais que rouge, c'était un peu plus agressif. Et pareil, il y en avait une première version où il avait les yeux ronds. Et une première version, elle avait fait avec des yeux bleus. Mais moi, j'ai pas les yeux bleus. Donc, on a essayé avec des yeux marrons. Et je me suis dit, ce serait pas trop cool qu'il ait des flammes dans les yeux. Voilà. Et donc voilà. Et moi, l'idée après, c'était de trouver que ce soit un panda, que ça passe pour... Parce que j'ai des enfants en cours, mais je voulais que ça passe pour les adultes aussi. Et voilà. Et après, c'est l'esprit panda. Donc, c'est-à-dire que, voilà, chez nous, les hommes, ça fait des petits cœurs. On n'a pas peur, voilà, on n'a pas peur, on n'a pas besoin de se la jouer. Genre, ouais, nous, on va mettre juste des aigles en flammes et voilà. Non, non. Donc, voilà. Donc, il y a juste les flammes dans le regard qui fait que le panda, il est déter à fond. Et donc, on a trouvé que cette version, elle était mieux. Donc, c'est celle qui a été conservée au final. Et donc, elle existe avec Panda Supacru et elle existe aussi, le logo que j'appelle le Panda Infinity. C'est le même, mais avec le logo Infinity dedans, puisqu'on fait partie d'Infinity. Génial, je le trouverai, je le mettrai aussi. Ça marche. Bah, je l'enverra. Ouais, le nickel. logo avec Infinity dedans, comme ça. Pas de souci. Ça marche. Ouais. Moi j'aime bien le panda parce que personnellement, moi j'aime bien les pandas aussi. J'ai des kimonos, il y a une marque qui s'appelle Inverted Gear. J'ai des kimonos avec des pandas et j'aime bien le panda parce que j'ai adoré voir avec mes enfants Kung Fu Panda quand j'étais petit. Et pour moi, le panda, c'est la personne qui n'était pas faite pour être un spécialiste de Kung Fu, mais qui finalement devient un maître de Kung Fu. Ouais. Et j'aime bien cette idée-là, ce côté d'aller contre la nature des choses. Alors, moi, en vrai, c'était un surnom qui venait du judo. Et en fait, parce que moi, j'étais en lourde, et en fait, je travaillais aussi avec des plus légers, parce qu'il faut faire attention, au judo, il y a vite de la casse, hein.
Mais d'ailleurs au Jiu-Jitsu aussi, hein. Un mec de 50, une meuf de 50 kilos avec un gars de 90, il peut facilement y avoir de la casse si les gens font n'importe quoi. Et donc je travaillais avec tout le monde, ça se passait toujours bien et donc on était parti sur un délire avec des copines et du coup on a dit bah voilà je suis souple mais alors pas au sens gymnaste du terme mais je travaillais un peu souple et donc comme un panda et tout parce que les pandas c'est des animaux un peu souples et donc on était parti sur ce délire-là et dans le jujitsu du coup je suis resté le panda quoi. Donc mais moi en vrai après il y a eu les films Kung Fu Panda qui sont sortis après mais c'est des bons films et en vrai justement j'aime bien par contre ce côté je me prends pas au sérieux. Moi j'aime une de mes façons de vivre c'est de rigoler sérieusement et de faire des choses sérieuses en rigolant. C'est voilà. Donc tu vas passer 20 minutes à faire une blague pour le 1er avril, tu vois, parce que c'est important de se faire ce genre de choses. Mais par contre, voilà, tu vois. Et par contre, tu vas faire un truc très sérieux, tu vois, avec des blagues dedans aussi, tu vois. Donc voilà. Donc ça me convient. Trop cool. Dernier petit point couleur. C'est quoi ta couleur de kimono préférée? Ah bah alors en vrai moi j'aime bien les couleurs et je sais qu'avec mes potes Amandine et Laurence qui sont beaucoup plus classiques que moi elles sont là non t'as pas un kimono de cette couleur là parce que moi j'ai même des kimonos roses et tout machin et elles sont là non classique blanc noir bleu. Pour moi la couleur du jiu-jitsu brésilien par contre la couleur du kimono du jiu-jitsu brésilien c'est noir. Pour les anciens, en vrai, c'est blanc. Les anciens au Brésil, c'est blanc à la traditionnelle. Mais moi, je trouve que, pour moi, le noir, c'est vraiment la couleur qui existait pas en judo. J'avais des kimonos bleus, même si en club, on prend du blanc, hein, faut pas déconner. J'avais des kimonos bleus, mais le kimono noir, c'est vraiment, waouh, on est dans une autre discipline. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, mais non, j'ai des kimonos de toutes les couleurs. En vrai, c'est plutôt cool. Et t'as même un kimono rouge, je sais. Ouais, j'ai rouge. Les kimonos rouges que j'ai, je les utilise souvent, je les prête parce que pour le Père Noël. Voilà, pour le Père Noël du Jiu-Jitsu. Carrément. C'est pas mal ça. Voilà, parce que vous ne le saviez pas, mais le Père Noël est Jujitsuka. Ah ouais, bien sûr. Non, mais... Et il distribue aux enfants sages des cadeaux et aux enfants pas sages des soumissions. Ah. Excellent, j'adore. Vous le saurez maintenant. Voilà, on y pensera en décembre. On pensera à toi. Exactement. Une question un peu technique. Ah oui. Tiens, quel est ton jeu préféré? Alors, ta technique, ta position? Je t'ai vu combattre une fois, ça avait l'air de la demi-garde. Ouais, exactement. Moi, c'est la demi-garde profonde. Donc après, la demi-garde profonde, c'est le jeu dans lequel je dois être, c'est ma position de confort, on va dire. Et après, autour de ça, j'ai de la demi. Après, j'ai de la X, un petit peu de la Riva, mais l'idée, c'est toujours de ramener l'autre, enfin en compétition en tout cas, de le ramener dans ta zone de confort, ce qui est la demi-garde profonde. D'accord. Et après, tu renverses et tu passes au-dessus? Exactement, ouais. Tirer, renverser, passer au-dessus, passer la garde en pression. Donc moi, je suis plutôt passage en pression parce que j'ai toujours été lente. Peu importe comment j'étais affûtée, je suis pas... Voilà. Il y a des profils pour la pression, il y a des profils pour la rapidité. Et du coup, non, moi, plutôt double under, over under, truc comme ça. Ah, bah, c'est exactement ce qu'on fait nous tout le temps. Ouais, c'est le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu. Style parce que vous êtes pas souple. Être rapide et faire des tornado, mais je sais pas faire. Ouais, et puis parce que aussi, alors après aussi ton jeu, le jeu que tu vas développer, il va complètement être dépendant de comment tu es physiquement. Moi, je suis petite, j'ai aucune flexibilité. Moi, il y a des jeux que j'adore parce que quand j'ai commencé, il y avait un peu le jeu moderne avec les berimbolo et tout, et c'était un peu une guerre, genre ah non, c'est horrible. Et j'aurais adoré faire ce jeu, mais c'est juste que physiquement, ce n'est pas possible. Donc c'est pas grave, j'ai pas de frustration par rapport à ça, mais faut aller avec les jeux de son physique. Et pareil, quelqu'un qui est souple, qui va faire de la spider, bah c'est super. C'est horrible comme garde la spider pour moi, mais je trouve ça super. Et donc voilà, c'est ça qui est cool dans le JJB aussi, c'est la variété. Un petit trapu, il va pas faire la même chose qu'un grand fin, voilà, qu'un mec qui est entre les deux, voilà, qui va peut-être qui va tout pouvoir faire, mais de toute façon, on va toujours se spécialiser quelque part. Oui, c'est obligé. Oui, c'est ça qui est riche dans ce sport, quoi, de pouvoir adapter le jeu et avoir plein de jeux différents. Qu'est-ce que tu vas nous montrer comme technique? Alors, je vais vous montrer une sortie de montée.
Parce que souvent, il y a une sortie de montée donc qui est en pont qu'on montre à tous les élèves et qui marche très bien. C'est une très bonne sortie. Sauf que ça marche très bien, sauf s'il y a une énorme différence de poids. On connaît tous l'histoire avec le gars de 90 kilos sur une fille de 50. Et on dit, eh, tu vois un mec sur le côté en disant, ponte, ponte. Vas-y, ponte, lève ton cul. Oui, plutôt. Je veux dire, il y a un moment, voilà, il y a un moment, à l'impossible, nul n'est tenu, voilà. Moi, je sais que j'avais du mal à faire cette sortie-là parce que je ponte pas haut. Parce qu'il y a deux choses, je suis pas explosive et comme je vous ai dit, je me suis fait opérer du dos plus jeune et en gros, mon dos n'est pas flexible. Donc je pousse, mais je peux pas faire un vrai pont haut. Et du coup, ça marchait pas terrible. Et du coup, j'ai appris d'une façon. Enfin, j'ai appris. Après, c'est drôle, je l'ai vu en cours, mais j'ai développé une façon d'aller renverser en demi-garde à partir quand je suis prise en montée et d'arriver à mettre 2 points là-dessus. Après, ça comporte toujours un risque, mais il faut savoir que quand on est pris en montée ou quand on est pris dans le dos, c'est des positions d'extrême urgence. Donc, c'est des positions où l'autre, quand il va ponter, enfin, pardon, l'autre, quand il va vous contrôler sur ses positions, il a 4 points, c'est juste pour signaler le fait que vous êtes hyper en danger. Et souvent, bah, quand vous regardez les combats en compétition, l'autre est en remontée, l'autre est dans le dos, souvent ça va taper en kimono, ça va être compliqué de sortir. Donc, c'est une solution que j'ai trouvée dans ces cas-là. Quand on n'arrive pas sur la solution de base, des fois, il faut accepter de sacrifier quelque chose. C'est-à-dire, soit, moi, si une fois que vous avez essayé une pontée une fois, 2 fois, déjà, vous aurez plus de jus pour une troisième fois, donc il faut changer d'idée. Et ensuite, vous allez... De toute façon, si vous restez là, il va vous soumettre. Donc, il faut trouver une solution. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai développé ce mouvement. Et donc, voilà. Mais je ne dirais pas que je l'ai inventé, parce qu'on ne me l'a pas appris. Mais après, plus tard, on me l'a montré en cours au Brésil et ainsi de suite. Pas exactement exactement de la même façon, mais quasiment. Donc voilà, j'aimerais bien vous dire que je l'ai inventé, mais non. Allez. Bon, en tout cas, on a hâte de voir ça. Ouais, moi, je suis impatiente de le voir parce que je pense que ça va intégrer mon jeu. Voilà, Vu pareil. la façon dont on t'en parle, franchement, moi, je me reconnais vachement dans la fille qui n'arrive pas à compter. Quoi, bah, c'est ça, exactement. Mais c'est trop cool. On arrive quasiment à la fin. On a parlé un petit peu des projets du 11 novembre, de ton podcast. Est-ce que tu as des projets personnels ou avec ton club, ton équipe dont tu voudrais parler Non, j'ai pas de... Enfin, si, j'ai des projets, mais dont je peux parler pas encore. Mais j'ai plein d'idées. Moi, en fait, je fourmille d'idées. Le truc, c'est qu'il faut toujours le temps pour les réaliser et essayer de bien les faire. Après, moi, des fois, c'est vrai que je suis dans l'optique de... On se lance, on verra bien. C'est-à-dire, c'est comme la compétition. Si tu attends d'être complètement prêt, tu n'y vas jamais. C'est-à-dire que même à plus haut niveau, hein, j'ai connu des gens extrêmement forts qui ne s'inscrivaient jamais à la compétition, qu'ils auraient pourtant pu gagner, parce que, mais peut-être je vais... Voilà. Donc, non, ça continue fort. Là, j'ai 1 million de projets, que ce soit avec Infinity ou voilà, avec la fédération, me propose souvent du travail intéressant et je les en remercie parce que c'est vraiment cool d'avoir la sensation de contribuer, tu vois, à développer le sport. Moi, j'aime bien la notion d'équipe et tout, j'aime bien l'idée de développer quelque chose parce que moi, individuellement, maintenant, en fait, j'allais dire, je suis pas riche du tout, mais je gagne ma vie, je fais ce que je veux. Mais en fait, si c'est juste pour moi, ça, voilà, ça me lasse vite, en fait. J'aime bien les projets collectifs. Donc voilà, et donc continuer à développer globalement, aider à contribuer au développement du jiu-jitsu, ça me fait plaisir. Et tu fais encore des compètes? Non, j'ai arrêté pour mes 30 ans. Massomenos, non, la saison dernière, j'ai pas participé. La saison d'avant, voilà, j'ai pris ma retraite sportive. Après, je m'interdis pas un jour de reprendre. Là, le truc, c'est que je donne vraiment beaucoup, beaucoup de cours. Et du coup, je n'ai pas le temps de m'entraîner. Et voilà. Donc en fait, si j'avais du temps pour m'entraîner, en fait, là où je m'entraîne le mieux, c'est au Brésil, en fait. Parce que le temps n'appartient plus à mes élèves, il m'appartient à moi.
je me fais vraiment plaisir et tout, je fais l'overdose d'entraînement. Mais voilà, mais je m'interdis pas un jour de reprendre en master. J'ai toujours combattu en adulte. Et mais voilà, je m'interdis pas du tout de reprendre un jour, mais j'attends de pouvoir m'entraîner correctement pour le faire dans de bonnes conditions. Parce que si on y va, moi, je veux dire, si j'y vais, c'est pour gagner. Des fois, je perds, il n'y a pas de souci. Mais quand on y va, on essaye quand même. Voilà, Ouais. on vient pour la win quand même. Oui, c'est sûr. C'est difficile par rapport à des gens qui font que ça en entraînement et qui sont pas profs. C'est pas. Ouais, mais après, bon, moi, en vrai, tu sais, j'étais au Brésil il y a pas longtemps. Et un jour, Gourgel vient, tu as au cours compétition, il y a tous les jeunes. Tous les jeunes, ils ont tous gagné. Alors, tous ceux qui étaient violettes, ils avaient tous gagné les mondiaux en bleu avant et ainsi de suite. Mais ils ont toute une équipe de jeunes en ceinture bleue où ils ont dû remettre un coup de pression et j'étais là. Gourgel arrive en disant bon, si vous pensez que vous allez pouvoir vivre que du jujitsu sans donner des cours et sans les gars, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et il a recadré un peu. Donc faut quand même comprendre que même au Brésil, même aux États-Unis, il y a des gens qui font que ça, mais c'est pas une majorité. Les gens sont souvent pas issus d'endroits très fortunés. Et donc, faut pas croire qu'ils se font financer par leur famille ou je sais pas quoi, ça marche pas comme ça. Donc voilà, donc il y a quelques structures à l'international où les mecs ne font que ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas si courant. Donc c'est pour ça, faut pas non plus se mettre des barrières. Euh, voilà. Moi maintenant, j'arrive à un niveau où bah oui, il faut quand même que je paye mon loyer, que je gagne ma vie et tout. Mais en dehors des 2 dernières années, c'était compliqué de vivre, mais parce que faut alterner entre beaucoup d'entraînement et des compétitions. Voilà, et beaucoup Ouais. d'entraînement et les cours que tu donnes pour remplir la marmite, quoi. Donc ça, beaucoup, même à l'étranger, ont cette problématique-là. Pareil, même quand ils ont des sponsors, faut savoir que les sponsors ne payent pas tout, hein. Oui, Ouais. si vous êtes sponsorisé Kings, que vous êtes champion du monde, nanana, oui, on va pas vous donner juste 3 kimonos, mais il y a quand même beaucoup de... Voilà, d'ailleurs, j'ai un de mes potes qui est sponsor Kings, quand je suis venue au Brésil, il m'a dit ah, j'ai des kimonos à vendre, tu peux m'aider à les... C'est que c'est pas si confort, hein. C'est que Oui, c'est Bah pas... ouais. Et le ça. gars, il donne des cours en club et tout, machin, il est très fort, et il a fait 3 au mondial en marron. C'est pas... Voilà, c'est pour ça, il y a aussi un peu le fantasme de la vie à l'étranger, voilà, ça marche pas toujours comme ça. Oui, Ouais. la compétition, c'est pas forcément La compétition... moyen de gagner sa vie à long terme, quoi. Alors, à court Enfin, terme, moi c'est le contraire. ouais, À court terme, c'est pas le ouais, moyen. Par contre, c'est important et moi c'est pour ça que je voulais quand même faire ça bien. Euh, à un moment, ton palmarès, parce qu'il y a un moment où ça ne devrait pas, parce que tu peux être très bon professeur sans avoir de palmarès, et tu peux être très mauvais professeur en ayant un très gros palmarès. Mais c'est aussi j'allais dire, une ligne sur ton CV qui est importante. Hmm. Tu vois, c'est sûr que et connaître le haut niveau ne te donne euh, pas forcément les facultés d'être un bon enseignant, mais il y a certains tips, il y a certains trucs que si tu ne connais pas, si tu n'as pas été confronté, ça va être compliqué, tu vois, gestion du stress, tu vois, ne serait-ce que tu es professeur en club, toi tu n'as jamais fait un mondial. Alors, je sais pas en mode ah tous ceux qui n'ont pas fait un mondial sont de mauvais professeurs. Mais maintenant, est-ce que toi tu vas envoyer un de tes élèves au mondial? Tu les as toi-même pas fait. T'as un élève qui est bon, tu vas l'envoyer au mondial. Est-ce que tu sais qu'il va se prendre 9 heures de décalage horaire dans la face? ouais. Est-ce que tu sais que voilà, est-ce que tu sais la pression qu'il aura même s'il arrive à se financer? Est-ce que c'est beaucoup de choses qui font que bah ça donne de l'expérience mine de rien. Donc voilà. Oui. Parce que comment tu vas aider ton élève si tu l'as pas toi-même vécu, hein. Hmm. Exactement, tu vois. T'as des gens qui y arrivent. Tu vois, un Melki Galvao, un Danaher, c'est des grands entraîneurs, tout le monde le sait, tout le monde le dit. C'était pas des compétiteurs à très haut niveau. Hmm. Mais c'est quand même plus des exceptions. Si tu regardes sur les bords du tapis, tu vois quand même un paquet d'anciens champions, hein. Oui, Ouais. c'est sûr. Donc voilà. Hmm. On arrive à la toute fin, je pense.
qu'on n'a rien oublié. Je regarde mes notes. Tricheuse. Voilà. Non, moi, il me faut mes notes. Si j'ai pas ma liste, je peux pas y arriver. Sinon, juste on papote pendant 1 heure. Non, mais moi, je papote parce que voilà, je connais les réponses et tout, mais c'est pas mon podcast, tu vois. T'inquiète, quand c'est moi qui enregistre, pareil. Ah, j'ai oublié de dire ça. Oh, mince. Qu'est-ce qu'il faut que je dise déjà? Mince, ouais, c'est ça. Et quand vous voyez sur les podcasts, tu sais, il y a des coupes. Ah, je veux pas, c'est bon. J'ai bafouillé, je reprends, je coupe. Ah oui, normal. On connaît. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Toutes tes activités, ton club, tout ça, les Alors, réseaux j'ai sociaux, sur Panda JJB, Panda espace JJB. Vous me retrouvez. J'ai aussi un site internet. J'ai aussi le site internet de mon académie, mais globalement sur Panda JJB, voilà. C'est Panda JJB sur Instagram, exactement. Voilà, c'est là où je suis le plus présente, je pense. Super. Et c'est là aussi que tu mets ton podcast. Ouais, mon podcast, il est sur Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Au début, je voulais mettre sur Deezer aussi, mais c'est trop relou, donc j'ai lâché l'affaire. Maintenant, voilà, je laisse plusieurs plateformes, parce que je sais qu'il y a les gens, et sur YouTube aussi, je sais que les gens, en fait, ont plusieurs plateformes où ils aiment regarder. Et donc, pareil, on tape Panda JJB, on tombe dessus. Exactement, ouais, on tombe direct dessus. Toute dernière question, c'est à toi. Oui, alors, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast? Tu veux nous proposer quelqu'un qui serait intéressant qu'on... Bah après, moi, je pense surtout à mes copines, tu vois, je pense... oui, mais là, vous avez parlé de Laurence, mais Amandine, j'aime bien. Mais Amandine, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est investie sur sa ville, donc mais c'est vrai que oui, ça fait partie des gens qui sont intéressants. Après, alors j'allais dire, parce qu'en vrai, il y a plein de gens avec qui j'ai des conversations hyper intéressantes, des gens que je n'ai jamais entendus, je crois, en podcast, mais je sais pas aussi, peut-être pareil, c'est des questions professionnelles. Alain Nagera, le vice-président de la fédération. Et lui, il a une belle tchatch et c'est un mec qui a des histoires sur le jiu-jitsu qui sont incroyables. Donc voilà. Mais ou sinon, dans les anciens, si vous voulez vraiment un bon moment, bien vous tapez des barres, Gilles Arsène. Il y a moyen d'avoir. Vous avez moyen de bien avoir des bonnes histoires. Donc voilà. D'accord. Ça marche. Ça marche. Bon, bah écoutez. Merci beaucoup. Si on est bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais voulu raconter et qu'on t'a pas donné l'occasion? Non, j'espère juste que tout le monde n'a pas dit ah non, elle va encore parler des meufs. Non, mais voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'on te voulait. Il faut parler des meufs. Mais oui, non, mais moi je suis convacue. Mais je me suis dit ah putain, elle va encore nous sortir son féminisme. Oui, mais c'est pas grave. Oui, on est comme on est. Hein, j'assume. Il y a pas de problème. Donc voilà, soyez cool avec les meufs dans vos clubs, les gens. Voilà. Très bien, c'est une bonne phrase pour conclure. Je trouve. Le mot de la fin. Voilà. Ça marche. Ciao, bye. Merci. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on sort d'une position montée. Voilà, en général quand on est en position montée, ici la sortie classique consiste à aller chercher le bras, casser la posture, bloquer le pied et venir monter dans cette direction. Ça c'est la forme de base. La problématique c'est que si mon partenaire il est plus lourd que moi, déjà ponter, s'il est vraiment beaucoup plus lourd que moi, qu'il y a un gros écart, ça risque d'être problématique. Le deuxième souci, c'est moi dans mon cas par exemple, je manque de souplesse et donc mes ponts sont pas très hauts, je suis pas très explosive et donc c'est une solution qui marche dans l'absolu mais qui pour moi n'est pas optimale. Pour d'autres sans doute, mais pour moi pas forcément. Donc ici, il est en position montée. Du coup, il a déjà un gros avantage, il m'a marqué au moins 4 points, s'il a passé ma garde avant, et je suis déjà menée 7-0, c'est un gros problème. Mais ici, en fait, il y a déjà une alerte rouge parce qu'il est particulièrement bien placé pour me soumettre. Donc moi, je vais partir du principe que, en gros, si j'attends ici, je suis cuite, et du coup, je vais sacrifier quelque chose pour essayer de m'en sortir. La première chose à faire, c'est de faire attention où sont ses genoux.
Je dois éviter que ses genoux montent. Vas-y, monte bien. Voilà. Si ses genoux sont bien sous mes coudes, s'il vient m'écarter les bras comme ça va être très compliqué. Donc, quand il prend la montée, je vais tout de suite faire une frame ici. Je vais venir l'embooster un petit peu pour descendre, pour que mes coudes soient au-dessous. Maintenant, c'est par ici que ça va se passer au niveau de mes jambes. Donc, je vais venir sacrifier mon dos, en fait, pour lui faire croire qu'il peut prendre facilement mon dos. Ici, j'ai mon pied qui est sur sa jambe. Je vais baisser le pied pour mettre la jambe par terre. Et je vais me tourner à fond. Quand je vais me tourner à fond, ici, vous avez vu, j'ai sorti le coude. Et je viens attraper sa jambe. Là, il a des grandes jambes, c'est facile d'attraper. Mais s'il a des plus petits pieds, je peux pousser avec mes bras pour aller récupérer sa jambe. Maintenant, pour lui faire croire qu'il va avoir facilement mon dos, je vais me tourner vraiment sur le ventre. Et c'est important quand je le fais que mon bras ne soit pas bloqué. Si mon bras est entre lui et moi, il se doute qu'il y a quelque chose, il ne va pas essayer de monter. Ici, il faut vraiment que je sois, c'est un peu comme vous vous baladez dans une forêt, vous voyez une énorme gaufre avec du sirop d'érable dessus, de la chantilly, tout ce que vous voulez, et vous dites, ah, et vous plongez dessus. Et c'est quand vous êtes dans un piège que vous réalisez que, en fait, c'était un piège et ça n'avait rien à faire là. Et là, en fait, mon but, c'est de donner tellement le dos qu'il se dit c'est génial et il monte le genou. Quand il monte le genou, mon bras va passer sous sa jambe et je vais tourner pour remonter. Ici. Je serre bien sa jambe avec mes deux cuisses en arrivant pour pouvoir enchaîner la suite. Ici, j'étais en position montée, j'étais dominée. Je renverse, puisque j'ai pris une demi-garde en cours de route. Ça fait que j'ai mis 2 points. Donc, j'ai amorti la casse. On revient. Ici. Donc, je viens, je mets ma main sur sa hanche. Je freine, je me tourne sur le côté. Mon pied est bien posé par terre. Ici, je viens chercher la jambe. Vous avez vu, c'est compliqué de le faire si je reste sur le dos. Donc, je me tourne sur le côté et je viens chercher. Lui, tout de suite, il monte le genou sous ma tête comme un écouteur. Et je compte sur le fait qu'il n'est pas tout stabilisé, qu'il se dise vite, c'est le moment de prendre le dos. Je passe mon bras sous sa jambe et je tourne. Ici, je remonte. Dans le vide, le mouvement que je fais, c'est ça. Ici, je me tourne, je viens chercher la demi-garde, je glisse mon bras dessous et je remonte à genoux en serrant les cuisses. Les deux choses auxquelles je dois être très vigilante quand je fais cette technique, évidemment, elle comporte de toute façon des risques. S'il réussit à me prendre le dos, je suis morte. Mais je considère qu'en montée, si j'attends que ça se passe, je suis morte aussi. Donc, c'est pour ça que je me permets de tenter un sacrifice du dos pour m'en aller. Donc, ici, je me suis tournée sur le côté, je suis allée chercher. Les deux choses auxquelles je dois être vigilante quand je fais cette technique. Ici, c'est le fait qu'il attrape mon bras. S'il attrape mon bras, je ne vais plus pouvoir tourner, viens par ici pour regarder. Et quand il va venir tirer mon dos, je ne peux plus passer mon bras par ici. Hop. Je ne peux plus passer mon bras dessous. Et là, ça va aboutir dans 100% des cas à une prise de dos. On revient. Donc, ici, quand je suis là, on a dit je dois défendre ce bras-là, pas me faire attraper le bras par le bras ici. Deuxième chose, il ne doit pas attraper ce col. S'il a ce col, il attrape ma jambe ici. Buona tire. Les jeux sont faits. Donc, viens s'il te plaît. Ici, je me tourne sur le côté. Donc, je dois défendre à la fois le bras du haut et à la fois le col du bas. Donc, c'est plutôt la main du bas qui va défendre. Ici. Et on a dit, je glisse cette main dessous et je remonte. J'ai marqué 2 points. Cette sortie comporte des risques, mais elle fonctionne bien. Je l'ai souvent expérimenté en compétition. J'ai souvent mis des points là-dessus en compétition. Vraiment, l'idée, c'est d'aguicher l'autre avec son dos,
lui faire croire qu'il va le prendre facilement et tourner complètement de sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Uke Partage autour du Jujitsu. Si vous avez aimé, likez et partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram sur le compte Slojitsu Academy pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt.